Quand on se lance comme MJ, il y a une question qui finit toujours par arriver. Comment je vais faire pour inventer ma propre aventure ? Est-ce que je dois écrire un roman ? Est-ce qu'il faut prévoir tous les dialogues, toutes les actions possibles des joueurs, ou au contraire partir la fleur au fusil et improviser ? Dans cet épisode, je vais t'accompagner pas à pas pour créer ton tout premier scénario. Ce podcast s'adresse aux MJ débutants qui veulent se lancer avec une table elle aussi novice. Oui, je sais que c'est précis, mais je sais aussi que c'est un exercice difficile et qui peut paraître impressionnant. On verra ensemble une méthode simple et à la fin, je donnerai 3 exemples de scénarios concrets que j'ai déjà fait jouer, qui sont adaptés aux débutants et que tu peux allègrement me piquer pour faire jouer à ta table. Que tu sois complètement débutant ou que tu aies déjà testé 2 ou 3 impros bancales, tu pourras repartir avec des bases solides et applicables tout de suite. Salut, moi c'est Chablabla, passionnée de JDR et planteuse de décors à temps partiel. Si toi aussi tu veux progresser dans ta pratique du jeu de rôle, reste pour la suite et bienvenue dans En Roule Libre. Dans mon podcast sur se lancer en JDR, j'avais déjà évoqué le fait que pour un premier scénario, c'est pas mal d'en prendre un existant. Mais j'avais aussi signalé, et c'est vrai, que pour ma part, j'ai du mal à faire jouer des scénarios préécrits. J'ai du mal à retenir, à apprendre par cœur, à avoir toutes les implications et à me souvenir de qui est qui. Je fonctionne beaucoup mieux lorsque j'écris mes propres scénarios. Et c'est pourquoi, si vous êtes dans ce cas-là, je vous ai créé ce podcast. Sinon, problème résolu. Fin du podcast, allez acheter un scénario dans le commerce. Mais non, on n'est pas là pour ça. Ici, on est là pour ceux qui veulent créer leur propre aventure et se lancer sans trop s'angoisser. Alors c'est parti. Alors, on va commencer par avant le scénario. Je vais commencer par un point qu'on oublie un peu trop souvent. C'est pas vraiment une session 0 parce que dans un one-shot, il n'y a pas vraiment de besoin d'une session 0. C'est-à-dire qu'une session 0 va vous prendre une soirée et votre one-shot aussi. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais néanmoins, c'est pas une raison pour ne pas s'assurer que tout le monde est à l'aise avec les thèmes que vous allez aborder. Et c'est extrêmement important. Pour ça, il existe des outils extrêmement simples comme les lignes et les voiles. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes-là. C'est demander aux gens déjà s'ils ont, eux, des choses qu'ils ne veulent pas du tout aborder. Donc ça, c'est ce qu'on appellera une ligne parce qu'on ne va pas la franchir. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la notion, de suicide, par exemple, eh bien, on ne va même pas aborder ce sujet-là si la personne dit « moi, j'ai une ligne, c'est le suicide ». Ok, on n'y va pas. Si par contre, la personne dit « moi, je suis pas trop à l'aise avec le sujet, on peut en parler vite fait, mais je préfère qu'on s'étende pas », bah ça, c'est ce qu'on appelle dans les lignes et les voiles, c'est les voiles. Ça veut dire qu'on va aller mettre un voile sur cette action-là. Ça veut dire qu'elle pourra être évoquée, là, ça pourra être dit qu'un tel fait telle chose, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas décrire la scène, on ne va pas être dans du graphique. Exemple ridicule pour que tout le monde comprenne et que je mette mal à l'aise personne. Imaginons j'ai la phobie des canards. Ça peut être, oh non, vraiment c'est phobique chez moi, non, les canards c'est une ligne. Eh bah ok, dans mon one-shot, dans ma campagne, je prends ça en compte et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de canard. On n'en rencontrera pas, 0. Un voile, par contre, la personne me dit « moi les canards, j'ai pas, ça me met mal à l'aise, c'est pas une phobie, mais je trouve ça bizarre, quoi. » On pourra dire « vous passez près d'une mare, il y a des canards dedans », mais par contre, on ne pourra pas dire « vous passez près d'une mare, il y a des canards, leur petit bec qui s'ouvre, etc. » Voilà, on va pas s'attarder. On met un voile, il y a des canards, point. Je sais pas si finalement prendre l'exemple des canards était la meilleure idée. Mais c'est bon pour vous ? En fait, avec mon histoire de canard, peu importe, imaginez que les canards, ce soit des traumas. Pour faire simple, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec certains thèmes parce que ça peut aussi déclencher chez eux des rappels de choses qu'ils ont vécues ou autres. Et ça, c'est la liberté de chacun d'exprimer et c'est important de le faire en amont de la partie. Un exemple tout bête, mais je viens de faire jouer une campagne inspirée de Salem en 1692. Je veux dire, il y a des scènes de violence conjugale. La torture est évoquée, mais il n'y a pas de scène de torture, mais la torture est évoquée. Ça peut être des sujets hyper touchy, surtout pour des personnes qui ont vécu des traumas ou qui sont pas à l'aise avec les représentations graphiques de la violence. Donc, on en parle en amont avec ses joueurs, c'est juste du bon sens en fait, ça évite de gâcher la partie.
Si vous savez surtout que vous voulez faire quelque chose avec des sujets sensibles, vous en parlez en amont. Et même si c'est pas le cas, vous demandez à vos joueurs le jour de la partie ou dans l'idéal un peu avant, est-ce qu'ils ont des lignes et des voiles et ils vous les envoient en MP, peu importe, pour que vous preniez ça en compte dans votre partie. Voilà. En amont, autre chose. Évidemment, vous allez choisir votre système de jeu. Encore une fois, partez sur quelque chose de simple. Je ferai peut-être un podcast sur les systèmes de jeu parce que j'adore ça. Oui, j'ai un problème. Mais il y a énormément de systèmes différents. Trouvez celui qui vous plaît le plus. Parce que c'est celui que vous allez avoir envie de jouer, finalement. Moi, je vous conseille d'aller vers quelque chose de simple, genre Chronique oubliée. En plus, ils ont toute une gamme qui peut correspondre à peu près à n'importe quel scénario, dans n'importe quel univers que vous aimeriez faire jouer. Mais ça peut être aussi quelque chose genre très simple avec des règles épurées, genre de l'OSR. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Mais finalement, l'important, c'est que vous choisissiez celui qui vous plaît, celui qui vous parle. Je sais pas, vous aimez les illustrations, vous aimez un petit peu le lore que vous avez vu derrière. Bon, quelque chose qui vous parle, prenez-le, faites-le jouer, parce que de toute façon, c'est en jouant que vous allez tester et apprendre à connaître un petit peu vos goûts aussi en matière de système de jeu. Et puis, c'est celui que vous allez avoir envie de jouer à l'instant T. Donc, allez-y, lancez-vous. Allez, dernier petit conseil avant de passer à la suite, n'hésitez pas à aller vous renseigner aussi, notamment sur YouTube, il y a énormément de chaînes qui vont parler des nouvelles sorties, qui vont parcourir un petit peu le livre, qui vont vous montrer comme ça des extraits, ou vous allez avoir des let's play aussi. Ça peut être assez intéressant au moment de choisir son système de jeu. Et maintenant, on passe à ce qui vous intéresse vraiment. Construire son premier scénario. Bon, là, finalement, ça peut se résumer en une seule phrase. Simplicité avant tout. Vous êtes un nouveau MJ. Vos joueurs sont des nouveaux joueurs. Vous êtes à peu près tous novices. Ce premier scénario doit vraiment rester simple. Il sera toujours temps de complexifier après. Tu vas pas faire de la moto avant de savoir faire du vélo. Attends, si ? En fait, j'en sais rien, je fais pas de moto. Enfin, pour un autre exemple, tu te mets pas à traverser la Manche à la nage si t'as jamais fait une longueur de piscine. Voilà, ça me semble plus clair. Donc, fais simple. Ensuite, donne à tes PJ un objectif clair. Quand on débute, si tu dis à tes joueurs « vous pouvez tout faire », en fait, ils vont vite se sentir perdus. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ce que sont les limites du jeu de rôle. Et même si on dit « tu peux tout faire », mais au final, ça reste un peu flou pour eux, ils sont jamais trop sûrs. Donc pour apprendre les bases, le plus simple, donner un objectif clair. Comme ça, ils savent directement vers quoi ils sont censés aller. Un truc basique, ça peut être retrouver quelqu'un, protéger un lieu, livrer un objet. Ça donne une direction et tout le monde sait où aller. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un petit peu de tout malgré tout dans ce premier scénario. En tout cas, de varier un petit peu ce que j'appelle le gameplay. Avoir un moment social, c'est-à-dire un moment qui va être du RP, parler, négocier, convaincre un PNJ. Un moment d'action, de combat. Voilà, ça va donner du rythme et on va pouvoir découvrir le système de combat. Très souvent, dans les JDR, il y a des systèmes de combat qui sont souvent plus codifiés que les autres scènes. Ça va vous permettre un petit peu d'avoir ces deux moments qui sont très différents et d'explorer un petit peu ce que c'est que le JDR à travers des scènes qui vont être jouées de manière complètement différente. Si vous le souhaitez, et que vous vous sentez à l'aise avec ça, n'hésitez pas à rajouter un petit moment d'exploration ou d'enquête, histoire de laisser un peu de liberté à vos joueurs. Ça suffit largement pour donner un scénario équilibré et un petit scénario d'initiation tout à fait agréable à jouer, maîtrisable pour le MJ et un petit peu sympa à explorer pour les joueurs. Maintenant, on va parler de la construction et de l'imagination en tant que telle. Ok, la base, une idée. Une idée, c'est une scène de film qui vous a plu, un livre qui vous a marqué, un épisode de série que vous avez trouvé incroyable, qui vous a inspiré. Vous prenez cette idée de base. Et là, pensez à rebours. Exemple, un type a été enlevé par un culte qui vit dans les bois. Donc l'objectif de votre groupe, ça va être retrouver le mec. Vous, à partir de là, vous pensez à rebours. Et vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé avant que les PJ arrivent. Bon, le type, il a été enlevé par le culte. Ok. Mais pourquoi ? Parce qu'il voulait bâtir un nouveau temple pour renforcer l'influence d'un dieu rival. Du coup, les cultistes l'ont enlevé pour l'empêcher de le faire. Boum, vous avez une intrigue. C'est pas plus compliqué que ça. Surtout pour des premiers scénarios, restez simple.
La simplicité garantit la cohérence. Et vous verrez que vos joueurs, de toute façon, vont complexifier votre histoire de manière exponentielle, en se perdant, en faisant n'importe quoi, en jouant, bref, en s'amusant. Une fois que vous avez votre intrigue et ce qui s'est passé avant, je vous suggère de poser des étapes. Bon, vos joueurs vont arriver dans ce village isolé. Ils savent qu'ils doivent enquêter, par exemple, sur la disparition d'un habitant, parce que ça aura été posé en amont, ils ont un objectif clair. Qu'est-ce qui va se passer? Étape 1, il y aura sûrement une partie un peu d'enquête, donc les PJ vont questionner les villageois. Ok, ça c'est la première partie, c'est la partie sociale. Ensuite, ils vont finir par découvrir que les cultistes sont dans les bois, à côté de la grotte au vieux chêne. Une fois qu'ils ont cette information-là, on va aller vers la grotte au vieux chêne, et là, il va y avoir, pourquoi pas, si vous le souhaitez, une partie d'exploration des grottes, mais c'est absolument pas obligatoire. Peut-être que dans ces grottes, il y a directement les cultistes, et dans ce cas, on part sur une scène de combat pour la libération de l'otage. Là, vous pensez bien votre combat en vous disant, bon, voilà, on part sur les 4 cultistes basiques et un chef un peu plus costaud, tu définis l'adversité, et puis y mettre évidemment les stats, etc., adaptés en fonction du système de jeu. Maintenant que vous avez ces grandes étapes, il va falloir peupler ces grandes étapes. Ce que je vous suggère à ce moment-là, c'est de lister les 2-3 endroits géographiques qui sont importants. Bon, là c'est facile, par exemple, on va reprendre notre histoire de cultiste. Nous avons ce village, Tartampion, et dans ce village, vous avez une auberge, vous avez la maison du bourgmestre, vous avez peut-être une taverne, vous avez un magasin. Allez voilà, vous n'avez pas plus besoin que ça. 3-4 éléments comme ça, où vous savez que vos PJ, ils vont peut-être aller. Puis vous avez la grotte au chêne, et puis la forêt qu'il y a autour. Voilà, vous avez un petit peu vos listes d'endroits où les PJ peuvent aller. Ensuite, je fais une liste des PNJ importants. Bon, l'aubergiste, c'est toujours par là que les PJ vont commencer. L'aubergiste, ça peut être la pipelette qui donne les rumeurs, etc. Lui, son but, ça va être de donner des infos utiles. Le bourgmestre, lui, on peut imaginer que, non, il est de mèche avec les cultistes et il tente de brouiller les pistes. La famille du disparu, elle est inquiète, elle a peut-être peur de parler. Mais voilà, vous notez les 3-4 PNJ indispensables, leur motivation, c'est-à-dire s'ils sont une aide aux joueurs, un obstacle, etc. Si vous voulez, en 2-3 mots, vous définissez leur personnalité, mais c'est pas une obligation, sinon vous pouvez improviser sur le moment comme vous le sentez. Vous pouvez mettre des noms à côté, comme ça vous évite d'avoir à chercher. Vous avez aussi évidemment le chef des cultistes qu'il faudra peut-être créer avec son nom, ses motivations, enfin voilà. Et là, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, ces PNJ-là, je vais les mettre aux endroits où on est susceptible de les rencontrer. C'est-à-dire que quand vous avez créé votre liste de lieux, moi, derrière, je vais aller remettre l'aubergiste. En toute logique, on va le rencontrer à l'auberge. Le bourgmestre, on pourra le rencontrer dans la maison du bourgmestre, mais on pourra peut-être aussi le rencontrer à l'auberge parce qu'il vient prendre un verre le soir après le boulot. Ou vous voyez que vos PJ vont pas du tout voir le bourgmestre, pouf, vous le mettez sur son chemin. Voilà un petit peu moi comment je structure un petit peu mon scénario pour pouvoir me repérer facilement en fonction de où sont les joueurs, je sais quels PNJ ils vont pouvoir rencontrer. Voilà un petit peu pour un scénario de base. Alors il n'a pas besoin d'être complexe encore une fois. Un objectif clair, une scène sociale, une scène d'action, peut-être un peu d'explos, et vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire découvrir le JDR et vous tester votre façon de mener. Petit à petit, ensuite, vous pourrez complexifier vos intrigues et enrichir votre univers. Conseil pratico-pratique, cadrer. Cadrer l'espace. Commencez avec un lieu restreint. Donc là, le village. Ça peut être une tour, une forêt, un donjon. Quand c'est trop vaste, il y a trop de dispersion. Et pour le moment, vous devez déjà tester comme vous êtes à l'aise dans le rôle du MJ et peut-être après aller vers des choses où vous laissez beaucoup plus de liberté à vos joueurs et tester beaucoup plus l'imprévu et l'improvisation. Mais ne vous inquiétez pas, l'improvisation, vous allez déjà en avoir là. Je pense que vous n'imaginez pas l'imagination de vos joueurs et la propension à vous faire suer. Voilà, je les aime de tout mon cœur. Mais je sais aussi qu'ils sont nés pour faire de ma vie un enfer en termes de jeu de rôle. Non, blague à part, ils vont effectivement très souvent aller dans des directions qu'on n'avait pas imaginées, aller parler à un PNJ qu'on n'avait pas imaginé, vous demandez le prénom d'un tel, c'est le seul PNJ auquel vous n'aviez pas pensé de prénom. D'ailleurs, super, on fait bien d'y venir, un petit tips, ça peut vous paraître léger et anecdotique, mais je vous promets que ça va vous sauver la vie.
Il faut que vous ayez une petite fiche avec une dizaine de prénoms féminins, une dizaine de prénoms masculins adaptés à votre univers. Point. J'en ai toujours. Parce que vous allez sans arrêt être en train de chercher un nom, un prénom pour un PNJ qui apparaît random, que vous n'avez pas prévu, que vos joueurs vont interroger. Et dans ces cas-là, quand on est dans un univers médiéval fantastique, c'est un peu chiant de se retrouver qu'avec des Jean-Michel, Marie-Sandrine, ou des noms beaucoup plus ridicules. Histoire vraie, j'ai un de mes PNJ qui depuis s'appelle Hatchoum Van Patchoum. Oui, parce que je n'avais pas pensé au prénom de ce PNJ et que, évidemment, mes joueurs m'ont dit « Hey, mais comment tu t'appelles ?» Maintenant, j'ai un PNJ qui s'appelle donc Hatchoum Van Patchoum et je dois vivre avec ça au quotidien, rendez-vous compte. Bref, je m'égare, revenons à nos moutons. Si vous faites jouer un scénario de votre crue et que c'est une initiation pour vos joueurs et c'est aussi un petit peu votre baptême du feu en tant que MJ. Un dernier conseil avant de passer aux exemples, je vous suggère très très fortement de créer vos pré-tirés. Alors, dans certains systèmes de jeu, je crois que c'est le cas dans Chroniques oubliées, vous avez déjà des pré-tirés que vous pouvez trouver sur internet ou dans les livres, donc vous n'avez pas forcément besoin de les créer. Mais créez des personnages pré-tirés en amont et faites choisir à vos joueurs ce qu'ils veulent interpréter le jour J. Ça rend la prise en main beaucoup plus facile et on n'a pas toute cette perte de temps autour de la création de personnages qui va presque durer aussi longtemps que l'OS sinon. Donc pensez aux pré-tirés, je sais que certains aiment bien créer leurs personnages, autant ça vaut le coup sur une campagne, voire une mini-campagne, autant sur des scénarios one-shot, vraiment pré-tirés 100%, et ça que ce soit une initiation ou pas en fait, même après sur des vétérans, franchement les OS, il n'y a pas de problème à faire jouer des personnages que vous avez pensés. Ok, on passe aux 3 scénarios que je vous ai promis, donc je vais les pitcher rapidement, libre à vous de les enrichir après. Il y aura un scénario de SF par lequel on va commencer. Il y aura un scénario un petit peu plus médiéval, très cadré. Et en plus, il y aura un dernier scénario. Non, je vais vous laisser la surprise, vous verrez bien. Alors commençons tout de suite avec le scénario de science-fiction. Le concept est simple, vos joueurs vont être 4 personnages qui vont être des membres d'équipage d'un vaisseau de cryo qui est censé amener des colons jusqu'à une future planète habitable. Normalement, ils se réveillent tous les temps d'années, ils sont réveillés par l'IA, par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, pour vérifier que tout va bien, etc. L'IA les réveille également quand il y a des problèmes techniques qui ne peuvent pas être résolus par elle ou ses robots. Tout le monde pionce dans ce vaisseau et vous êtes censé vous réveiller pour votre prochain cycle dans une 50aine d'années, pas avant. Donc l'IA vous réveille en avance, c'est bizarre. Et là, l'IA va vous expliquer que, grosso modo, il y a eu des changements et suite à une tempête solaire, vous avez été un petit peu dévié de votre trajectoire, ce qui fait que vous vous retrouvez sur la trajectoire d'un soleil. Et que l'IA a fait les nouveaux calculs pour rediriger le vaisseau et éviter de se planter dans ce fameux soleil, mais comme c'est quand même une décision importante, l'IA a quand même des contrôles et des barrières, il faut que le nouvel itinéraire soit validé par des humains et des membres d'équipage. Donc elle vous a réveillés tous les 4. Donc le seul objectif ici, il est très clair, il est très simple, il est très cadré, ça va être de partir de votre chambre de cryo pour aller jusqu'au cockpit et appuyer sur un bouton pour valider la décision de l'IA de changer de cap. Là, c'est génial parce qu'au moins vous êtes hyper cadré, c'est un couloir. Sauf que là-dessus, vous allez pouvoir mettre quelques éléments. Pour ma part, j'y avais mis des espèces de zombies parce que dans une des salles de cryo, en fait, il y avait une invasion de champignons ou de trucs aliens et que du coup, ils se retrouvaient face à des sortes de zombies. J'y avais mis également, pour le côté scène sociale, un PNJ. En fait, un de ces humains, dans une de ces chambres cryo, n'avait pas été transformé en zombie, s'était réveillé gamin et vivait depuis à peu près 45 ans, tout seul, en fait. Et donc, c'était encore un enfant dans sa tête. Donc, au début, il va être méfiant par rapport aux joueurs, puis les joueurs, ils vont voir qu'il est bizarre. Et puis, en fait, ce personnage-là, il appelait l'IA Tata, voilà, parce qu'il avait noué un lien un petit peu avec cette IA-là. Donc, on a notre scène sociale, qui va se dérouler avec ce personnage-là. Qu'est-ce qu'on fait ? On négocie, on s'entend bien, on l'écarte, on se bat avec lui.
Vous avez les potentielles scènes de combat avec les zombies qui vont vous gêner sur votre route. J'y avais mis aussi une petite scène mini d'exploration aventure où en fait il y avait le poumon du vaisseau qui est une espèce de grande forêt et normalement c'est des passerelles pour traverser au-dessus de cette forêt qui s'était effondrée depuis. Et donc, il fallait trouver un moyen de traverser, donc soit descendre par la forêt, soit sauter de pylône en pylône. Enfin, ça vous donne l'occasion de faire des choses un peu sympas. Libre à vous de mettre les obstacles que vous voulez un petit peu sur la route de vos PJ, puisque de toute façon, c'est un couloir. Vous maîtrisez complètement le cadre. Et puis, arrivé là-bas, là, ils ont le choix, appuyer sur le bouton comme leur dit l'IA, ou ne pas appuyer. Et on voit bien le soleil. Il faut bien décrire ce soleil hyper éblouissant qui se rapproche, puisque vous pouvez même les mettre un peu la pression en mettant une deadline. Moi, je leur avais dit qu'ils avaient 2 heures, après c'était trop tard pour changer de route. Et là, ça peut être aussi l'occasion de faire un twist un peu sympa, puisque j'avais imaginé que les PJ, s'ils appuyaient sur le bouton, en fait l'IA leur confirmait nouvelle trajectoire enclenchée, et en fait le vaisseau se tournait et allait vraiment complètement en plein soleil, puisque dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit que l'IA avait pour mission principale de protéger l'humanité, que comme l'humanité était en partie contaminée et qu'elle n'était pas arrivée pendant toutes ces années à empêcher la contamination, si elle allait sur une colonie, ça risquait de contaminer encore plus d'humains, et que du coup, elle préférait sacrifier ce vaisseau-là. Donc en fait, l'IA a quelque part menti pour protéger l'humanité et s'est servi de vos joueurs pour détruire le vaisseau. Ça, c'est une option. Là encore, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouvais que c'était sympa ce petit twist final. Ok, scénario numéro 2, dans un univers médiéval. On va pas rentrer énormément dans le détail, parce que c'est un peu le même concept, une tour, donc ça va être finalement un seul chemin possible, mais vous allez pouvoir y mettre ce que vous voulez, n'importe quel obstacle en face de vos joueurs. Le concept de la tour. Pour moi, c'était que les joueurs se réveillent en haut de cette tour, il y a une espèce de portail au-dessus d'eux, mais à plusieurs mètres, ils ne peuvent pas l'atteindre, donc ils ont dû tomber de ce portail-là. Et ils se souviennent vaguement d'une brume, et effectivement, ce portail, ça fait un petit peu comme une brume qui, à une certaine lumière, se voit mieux qu'une autre. Et à côté d'eux, il y a des cadavres de gobelins. Alors, pour être complètement transparente, je me suis beaucoup inspirée d'un scénario qui, je crois, vient d'un livre de chroniques oubliées, d'un recueil de scénarios de chroniques oubliées. Après, je l'ai refait un petit peu à ma sauce, donc je vous le pose ici. Donc les joueurs se réveillent, ils ont dû passer à travers cette faille, et autour d'eux, il y a des gobelins qui se sont entretués. Des gobelins ou d'autres races, peu importe, mais une race un peu stupide. Donc là, leur objectif, il est clair, descendre. Seulement, ils savent pas s'il y a d'autres ennemis ou pas. Là, dans la tour, moi j'ai pensé à un PNJ un petit peu sympa, qui lui aussi s'était retrouvé piégé là en quelque sorte. Il y a énormément de trésors là dans cette pièce-là, et en fait cette tour, elle était érigée pour d'anciennes divinités. Mais ça a été un peu oublié depuis longtemps, et donc ça tombe un peu en décrépitude. Mais donc là, ils vont pouvoir effectivement se servir en termes de trésors, etc. Là, je leur avais mis plusieurs pièces différentes avec des obstacles, des missions. Genre à un moment, pour traverser, ils doivent combattre des statues. La porte se referme et ils ne peuvent pas passer. Enfin voilà, vous pouvez vraiment mettre comme ça plusieurs pièces qui vont être plusieurs obstacles pour vos joueurs, plusieurs épreuves, et par lesquelles ils sont obligés de passer. C'est vachement facile pour vous en tant que MJ. Et puis, si vous voyez que vos joueurs avancent trop lentement, vous enlevez une pièce. Si vous voyez qu'ils avancent trop vite, vous en rajoutez une. Le petit twist ici. Donc ce PNJ que j'avais pensé, en fait, là pareil, lui il se cache, il sait pas si c'est des gobelins ou pas, il a peur. Donc il y a quelqu'un qui les épie furtivement. Là, les joueurs peuvent l'attaquer, ils peuvent au contraire discuter, négocier, lui dire de venir avec eux. Là, il y a à nouveau cette scène sociale. Les combats vont arriver dans les épreuves, où il y aura de l'exploration aussi. Le petit twist, c'est la fin. Quand ils arrivent en bas, il y a une phrase, grosso modo, qui leur indique que ce qui est ici doit rester ici, ou quelque chose du genre. Et en fait, il y a un énorme couloir qui part de la tour, qui doit faire 100 mètres et qui débouche à l'extérieur. Plus les joueurs vont avancer, plus le sol va se mettre à trembler et ça va commencer à se détruire. En fait, les joueurs vont finir par comprendre que s'ils ont pris des objets, ils ne peuvent pas les sortir de la tour. Donc tous les trésors qu'ils ont pris, ils sont obligés de les laisser. Seulement voilà, si le PNJ est encore avec eux, il n'est pas d'accord. Et lui, il va essayer de courir vers la sortie, quitte à ce que la tour s'effondre sur les joueurs. Là encore, vos joueurs vont avoir un choix. Est-ce qu'ils essaient de lui courir après, mais ils risquent de ne pas y arriver et la tour risque de leur tomber dessus? Est-ce qu'ils essayent de le tuer à distance? Est-ce que... Voilà.
Là, ça amène du jeu. Et puis, il y a cette sortie un peu dramatique. Et si vos joueurs réussissent à sortir de la tour, à l'extérieur se tiennent les gobelins. Ça peut finir un petit peu sur un autre combat, si jamais vous voulez un peu plus d'action. Et là, pour twister le tout, n'hésitez pas à mettre des poches de brume aléatoirement sur le champ de bataille. Et si quelqu'un passe à travers, il se retrouve en haut de la tour. Donc, que ce soit des gobelins, ils peuvent l'utiliser pour essayer de piéger des gobelins, parce que la tour est en train de s'effondrer, par exemple. Ou alors, ça peut être vos personnages qui se retrouvent à nouveau en haut de la tour. Et là, du coup, c'est compliqué pour les autres joueurs parce qu'ils se retrouvent avec un personnage de moins pour combattre les gobelins. Voilà un petit peu. Je suis restée volontairement assez vague. L'idée, c'est de vous donner une structure et que vous alliez y mettre un petit peu vos idées, vos épreuves, vos actions. Ensuite, dernière idée. Le scénario s'appelait « De l'autre côté du mur » et on y interprétait des adolescents ou des jeunes adultes dans un village un petit peu inspiré amérindien, etc. Mais c'était un monde inventé, puisqu'ils vivaient en fait au milieu d'un énorme parc naturel quelque part, et entouré d'un mur gigantesque qui les protège des monstres. Ils avaient une légende que leur racontait l'ancien, c'était un petit peu l'introduction au scénario. Régulièrement, l'ancien aimait bien raconter cette histoire où l'un de leurs dieux, donc ils avaient des totems, et l'un de leurs dieux, le dieu corbeau, avait posé ses ailes au sol pour entourer le village et ses terres, pour les protéger des monstres. Et qu'en fait, il était devenu le mur, ce dieu corbeau. Sauf que l'objectif du scénario, c'est que un des meilleurs amis des joueurs a disparu, Lior. Et vos joueurs savent que Lior a toujours voulu savoir ce qu'il y avait de l'autre côté du mur et qu'il a toujours dit qu'un jour il irait. Donc vous savez qu'il y a de fortes chances qu'il soit parti de l'autre côté du mur, vos joueurs le savent. Et donc vous commencez avec la disparition de Lior. Vos joueurs vont avoir envie de partir de l'autre côté du mur, de peut-être essayer de suivre la trace de Lior. Donc là, vous avez un peu d'exploration, il faut essayer de remonter sa trace, de savoir comment passer de l'autre côté du mur. Là, ça fait travailler l'imagination de vos joueurs, on est dans des scènes de RP. Passer de l'autre côté du mur, donc eux, il y en a qui étaient passés, qui avaient réussi à se souvenir qu'il y a un endroit où c'est un peu effondré, ce qui fait qu'en grimpant sur un arbre, on arrive à passer de l'autre côté. Mais en fait, il y a d'autres manières de le faire. Une fois de l'autre côté, en fait, il y a plein de choses un peu bizarres. Et finalement, ils tombent sur 2 robots. Alors, vous savez que c'est des robots. Vos joueurs savent que c'est des robots. Mais vos personnages n'ont jamais vu de robots. Il faut bien le jouer en leur expliquant qu'ils voient des êtres mécaniques, etc. qui, quand ils les voient, partent en criant vers un endroit où ça s'ouvre d'un seul coup. Et c'est des grandes tours, etc., qui reflètent la lumière, donc une espèce de ville en fait. Et ils partent en direction de là en criant ils se sont évadés, des humains se sont évadés !» Là, les joueurs ont le choix de les rattraper, d'essayer de les tuer, de négocier. Là, on a potentiellement une zone de RP ou de combat. Quoi qu'il en soit, arrive à ce moment-là l'espèce de chef de la ville, donc un autre robot et ses gardes, qui en fait retiennent prisonnier Lior parce qu'il est tombé lui aussi sur la ville, mais ils lui ont pas fait de mal, il est prisonnier, sauf que si les joueurs veulent négocier, Lior lui veut rester parce qu'il se rend compte qu'il y a tout un monde dehors et il veut pas retourner forcément derrière le mur. Par contre, les joueurs vont avoir ce choix de combattre pour essayer de libérer Lior, et pour sauver leur vie, ou fuir, ou que sais-je. En tout cas, ça vous fait votre moment de combat. Pour moi, il y a eu une guerre il y a très longtemps avec les robots. Les robots ont trouvé les humains trop cruels et qu'ils ont enfermés derrière le mur. Le mur est une prison, en fait. Et les robots, ce sont eux qui profitent, en fait, du monde. Les humains sont plutôt les méchants dans cette histoire. Donc ça vous fait un petit twist à la fin, et vous voyez, l'histoire est super simple. Il y a un peu d'exploration, il y a cette rencontre et le combat. Très simple. Vous pouvez également rajouter d'autres choses pendant l'exploration. Est-ce que de l'autre côté du mur, par exemple, ils tombent sur des vieux robots qui sont à moitié en panne, recouverts d'herbes, de feuillage, et qui se remettent en route à leur passage, des anciens gardiens finalement de la prison des humains ? Est-ce qu'ils tombent sur des traces d'occupation humaine d'avant, mais avec des choses technologiques, des ordinateurs, des choses comme ça qui ne parlent pas du tout aux personnages, mais qui vont parler à vos joueurs et qui vont commencer à comprendre le monde dans lequel ils sont? Ou est-ce que vous les laissez directement arriver à la ville, à ces 2 personnages, donc un peu la mère et l'enfant robot qui partent en courant en disant « les prisonniers se sont échappés » et puis ensuite au combat final contre le boss?
Libre à vous d'étoffer un petit peu ces scénarios ou de les simplifier, mais vous voyez avec des idées, avec finalement pas énormément d'étapes, ça fait déjà une base de scénario, et ces scénarios je les ai tous joués, et ils font tous entre 2 et 4 heures. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura aidé à y voir plus clair si vous êtes nouveau MJ ou nouveau joueur. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à me donner peut-être vous vos pistes des scénarios ou me dire comment vous avez commencé le jeu de rôle. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était Chablabla pour En Rôle Libre et souvenez-vous, la meilleure façon de jouer, c'est celle qui vous rend heureux.